Il affirme avoir organisé et supervisé la distribution des 500 000 euros entre 21 h et 5 h du matin en l'absence d'un fichier nominatif fiable. Et surtout après le refus du payeur de l'ambassade d'en assurer les gestions. C'est grave en fait. La sobriété ne peut pas être un discours adressé au peuple et une option laissée au pouvoir. Non. Ah, moi je dis non. Mais écoutez, reconnaître ce mérite ne signifie pas fermer les yeux sur ce qui n'a pas fonctionné. Parce qu'il y a tellement de choses qui n'ont pas fonctionné. Chers compatriotes, bonjour. J'aimerais que nous puissions parler aujourd'hui de la rencontre qui a eu lieu entre le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, et la diaspora gabonaise réunie en France le 21 juillet 2026 à Port-Marly, rencontre à laquelle j'ai moi-même pu participer. Alors, je le dis encore ici, cette rencontre a vraiment eu le mérite d'être organisée. Pourquoi? Parce qu'elle a permis de rassembler une partie de notre communauté et de mettre en lumière des entrepreneurs gabonais, ce qui est une excellente chose, c'est vraiment une très bonne chose. Mais écoutez, reconnaître ce mérite ne signifie pas fermer les yeux sur ce qui n'a pas fonctionné, parce qu'il y a tellement de choses qui n'ont pas fonctionné. Moi, j'étais venue avec des questions précises, notamment sur les étudiants, les bourses, l'avenir de notre jeunesse, mais également sur la manière dont la diaspora, qu'on appelle tout le temps à rentrer, peut concrètement participer à la construction de notre pays. Quand je suis arrivée, je m'attendais à un véritable échange constructif avec le chef de l'État. C'était l'opportunité que nous avions depuis son élection à la présidence de la République. Car puisqu'il est question de bâtir le Gabon, il aurait été légitime, à mon sens, de permettre à la diaspora de soumettre ses idées, de soumettre ses expériences, de soumettre des propositions, des solutions, parce que la diaspora en a, et on le sait tous très bien. La diaspora n'est pas seulement une foule qu'on convoque. À un moment donné, il faut changer de logiciel. La diaspora est une réserve de compétences. C'est une réserve de réseau d'expertise et d'expérience dont notre pays, le Gabon, a profondément besoin. On ne peut pas appeler les Gabonais à bâtir avec le pouvoir tout en refusant la possibilité de participer au plan de construction du Gabon. À quoi nous avons assisté? Nous avons assisté à des interventions préparées, à des discours, à une longue séquence protocolaire, sans aucun espace qui a permis aux Gabonais qui étaient présents dans cette salle, et moi j'étais, de poser librement leurs questions. Il n'y avait aucun moment de questions-réponses, aucun. Ce jour-là, j'ai juste constaté que la diaspora avait été mobilisée pour accueillir. Elle n'a pas réellement été invitée à participer à un échange constructif avec le président de la République. Non, ce n'était pas l'objectif apparemment. Nous avons été conviés à remplir une salle, mais pas à véritablement nourrir une réflexion. Et je le souligne ici, encore une fois, c'est dommage. En 2024, lorsque le président de la République est venu en France, plus de 5000 personnes avaient répondu à l'appel du président de la transition. Et en 2026, selon les chiffres communiqués par le député de la diaspora lui-même, nous étions environ 2300-2400. Et encore, je ne transformerai pas ce chiffre en sondage politique. Mais une mobilisation divisée par plus de 2 traduit au minimum un recul manifeste de l'enthousiasme. Il serait irresponsable de l'ignorer ou de faire comme si rien n'avait changé. Lorsque les salles se vident, le pouvoir ne doit pas seulement chercher à mobiliser davantage. Il doit avoir le courage de se demander pourquoi l'enthousiasme s'est essoufflé. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? La polémique des enveloppes. Oui. Dans sa mise au point, le député de la diaspora des Gabonais, de l'étranger, confirme que 2 enveloppes distinctes ont été remises ce soir-là. Une première enveloppe de 500 000 euros destinée aux personnes présentes et une enveloppe de 100 000 euros prévue pour les exposants. Des sommes conséquentes. Il affirme avoir organisé et supervisé la distribution des 500 000 euros entre 21 h et 5 h du matin en l'absence d'un fichier nominatif fiable. Et surtout après le refus du payeur de l'ambassade d'en assurer les gestions. C'est grave en fait. Moi, je ne suis pas venue ici remettre en cause sa probité personnelle. Non. Mais sa propre explication soulève des questions politiques graves. Parce que le problème n'est pas de savoir qui a physiquement touché les billets, non. Le problème est de savoir qui, au sommet de l'État, a décidé qu'une somme aussi importante, aussi conséquente, devait être distribuée en espèces, en pleine nuit, sans dispositif administratif préparé, sans liste fiable et surtout sans aucun mécanisme institutionnel de traçabilité. C'est grave. Le refus du payeur de l'ambassade aurait dû conduire au fait de suspendre l'opération et non à improviser autre chose.
Un refus aussi formel, ce n'est pas un détail, c'est un signal d'alerte. C'est évident. Lorsqu'un payeur refuse de payer, on ne change pas seulement de payeur. On commence par s'interroger sur ce qu'on lui demande de payer. Monsieur le député, vous affirmez n'avoir pas participé matériellement à la distribution. Ça, je m'entends. Mais organiser et superviser une opération, c'est bien y prendre part politiquement. La responsabilité d'un élu ne commence pas lorsqu'il se saisit d'une liasse de billets, non. Elle commence lorsqu'il accepte de cautionner une méthode. Et c'est ce qui a été fait ce soir-là. Ne pas toucher les billets ne signifie pas ne pas porter la responsabilité du dispositif. Vous affirmez également que les 100 000 € destinés aux exposants ont disparu ce soir-là même. Une telle affirmation est extrêmement grave. Je répète, elle est extrêmement grave. Avez-vous officiellement saisi les autorités compétentes? Est-ce qu'une enquête a été ouverte? Enfin, il faut qu'on se pose des questions. Il faut qu'on se pose des questions, en fait. Qui avait la responsabilité de cette enveloppe? C'est qui en avait la responsabilité? Et pourquoi vous parlez d'un rapport? Pourquoi le rapport que vous annoncez devrait-il seulement être transmis à qui de droit? Alors que les citoyens que vous représentez, dont je fais partie, sont également en droit d'en connaître la conclusion. Parce que vous devez nous rendre compte. Vous devez nous rendre compte. Ce ne sont pas des manœuvres politiciennes, monsieur le député. Ce sont des questions légitimes dans une démocratie, puisqu'on dit qu'on est en démocratie. Mais cette affaire ne se limite pas seulement aux 500 000 € distribués. Oh non, il y a encore moins aux 100 000 € qui ont disparu. Cette visite présidentielle a également été marquée par l'arrivée d'un nombre impressionnant de personnes venues du Gabon. Chose que je ne comprends pas. Moi, je ne conteste pas le principe d'une délégation officielle. Certaines fonctions, bien évidemment, imposent évidemment une présence aux côtés du président de la République. Ça, je ne le conteste pas et c'est normal. Mais combien de personnes ont effectivement fait le déplacement? Combien de billets d'avion ont été financés? Combien de nuits d'hôtel? Combien de transports, de frais de mission, d'indemnités, de dépenses logistiques offrent du contribuable gabonais? Et surtout, quelle était l'utilité concrète de chacune de ces présences pour la réussite de la mission présidentielle? En fait, moi, je me pose la question jusqu'à présent. Les gens que j'ai vus, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils sont venus faire là? En fait, c'était quoi le but? Un déplacement financé par le contribuable doit produire davantage qu'une présence protocolaire, une photographie ou quelques applaudissements, parce que c'est ce qui s'est passé. Applaudissements, applaudissements, applaudissements pour un oui, pour un non, pour un oui. Les gens n'ont même pas ce qui se disait. Lorsque l'État demande des sacrifices à la population, il doit pouvoir justifier chaque dépense engagée en son nom. La sobriété ne peut pas être un discours adressé au peuple et une option laissée au pouvoir. Non. Ah, moi je dis non. Et surtout, cette affaire révèle une contradiction politique majeure. Ben oui, parlons-en. La France accueille aujourd'hui près de 5 800 étudiants. Pour beaucoup d'entre eux, la bourse n'est ni un privilège, ni un confort. Elle est la seule possibilité d'accéder à certaines formations et de poursuivre un parcours international. Je dis bien la seule. Dans le même temps, le gouvernement annonce une restriction des nouvelles bourses vers la France et envisage la réorientation de certains étudiants au nom notamment de contraintes financières. Parlons-en. Moi, je ne dis pas que la France doit être l'unique destination de nos jeunes. Ben non. Je ne dis pas non plus que la politique des bourses ne doit jamais évoluer. Bien sûr qu'il faut penser à autre chose. Il faut construire des infrastructures chez nous. Bien sûr. Ce que je dis, c'est qu'un gouvernement ne peut pas demander aux familles modestes de comprendre des sacrifices imposés à leurs enfants, tout en trouvant 500 000 € pour une distribution effectuée en une seule nuit. Et il faut encore ajouter à ces 500 000 € le coût d'une délégation nombreuse, les billets d'avion, les hébergements, les transports, les frais de mission et l'ensemble de tout ce qui a pu entourer la visite du président. Alors dès lors, la question n'est plus seulement celle des moyens disponibles, non. On ne peut plus juste parler de moyens disponibles. La question est celle des priorités. C'est de ça qu'il s'agit, des priorités. Bâtir une nation, ce n'est pas seulement lancer des chantiers. C'est savoir dans quel ordre poser les pieds. Une nation se bâtit par la gestion rigoureuse des priorités. Elle se bâtit en choisissant d'investir dans ce qui produit des effets durables. Elle se bâtit en formant ses jeunes, en développant leurs compétences et en leur donnant les moyens de servir demain leur pays.
Une enveloppe distribuée ponctuellement peut acheter quelques heures de satisfaction et on a certainement qui se sont réjouis, tant mieux pour eux. Une bourse, ça finance une formation, ça construit une compétence, ça transforme une vie et ça prépare l'avenir d'une nation. Une enveloppe se vide en une nuit, mais une formation porte des fruits qui durent pendant toute une vie. Une enveloppe peut provoquer des applaudissements et c'est sûr qu'il y en a eu, mais une éducation, ça construit une génération. Les familles qui disposent de moyens, au rang desquels se trouvent nos gouvernants, vont continuer à envoyer leurs enfants étudier là où elles le souhaitent, parce qu'ils en auront les moyens, ils en auront les moyens de l'État. Ce sont les enfants des familles modestes et des familles pauvres qui verront leurs possibilités se réduire. Et ça se voit déjà, ça s'entend déjà. Est-ce là l'égalité des chances que nous voulons construire? Est-ce là la restauration des institutions dont on nous parle depuis 2023? Car ce qui se dessine aujourd'hui est difficilement acceptable. Certains doivent serrer la ceinture pendant que d'autres se réjouissent des largesses du pouvoir. Certains doivent renoncer à leurs projets pendant que d'autres multiplient des déplacements financés par le contribuable au Gabonais. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Certains doivent comprendre que les caisses sont vides pendant que d'autres découvrent qu'elles peuvent se remplir pour une nuit pour donner de l'argent comme ça. Une distribution nocturne. Non, je dis non, je redis non. L'austérité pour les uns et l'allégresse pour les autres, ce n'est pas de la rigueur, c'est de l'injustice. C'est une véritable injustice. On ne peut pas demander aux uns de serrer la ceinture pendant que les autres desserrent les cordons de la bourse. Je répète, c'est une injustice. Lorsque les sacrifices ne sont pas partagés, ils cessent d'être une politique nationale. Et vous savez ce que ça devient? Ça devient le fardeau pour les plus modestes. Restaurer les institutions, ce n'est pas seulement changer les visages et les discours. Restaurer les institutions, c'est rompre avec les méthodes anciennes. Et de quoi est-ce que je parle? Les distributions improvisées, l'argent liquide, l'absence de traçabilité et la confusion entre générosité politique et action publique. Écoutez, la diaspora n'a pas besoin d'être gratifiée par des enveloppes. La diaspora a besoin d'être écoutée, elle a besoin d'être respectée, consultée et associée aux décisions de notre pays. Elle a besoin que ses idées soient examinées, que ses compétences soient mobilisées et que ses représentants défendent réellement, véritablement ses préoccupations. Notre jeunesse, elle n'a pas besoin de monde politique. Elle a besoin d'une politique éducative ambitieuse, une politique équitable et surtout durable. On ne peut pas célébrer la jeunesse dans les discours et sacrifier ses études dans les arbitrages. Ça n'a aucun sens en fait. On ne peut pas proclamer que la jeunesse est l'avenir tout en faisant de son avenir justement la première dépense à réduire. C'est ce qui se passe depuis qu'on a commencé, depuis 2023. C'est toujours sur la jeunesse qu'on coupe. Et l'on ne restaure pas les institutions en reproduisant les pratiques que l'on avait promis faire disparaître. Non, on ne bâtit pas une nation à coup d'enveloppe. Je répète, on ne bâtit pas une nation à coup d'enveloppe. On la bâtit avec des priorités justes, des citoyens écoutés, une jeunesse formée et des institutions qui respectent enfin leurs propres principes. Je répète, des institutions qui respectent enfin leurs propres principes. Je suis Peggy Nando, ancienne candidate aux élections législatives pour le second siège. Et je vous dis à bientôt.